Hey, salut les baroudeurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo rando. J'espère que vous avez la forme. Je suis dans un autre parc national, le parc de Thüringer en Allemagne, qui est un grand parc. Alors tout n'est pas en parc national. Et j'ai déjà fait une rando là-dedans la semaine dernière, une 50aine de kilomètres. C'était chouette, mais pas de quoi faire une vidéo. Et cette fois-ci, j'ai tracé un itinéraire moi-même, puisque la semaine dernière, j'avais suivi un itinéraire que j'avais trouvé sur MyTrail. Faut que je fasse gaffe là, faut que je passe sous un arbre. Et donc voilà, c'était un bel itinéraire la semaine dernière, mais pas de quoi faire une vidéo. Et pour cette fois-ci, j'ai tracé un itinéraire qui passe, en fait, qui fait le tour d'une forêt qui est dans ce parc et qui est classée à l'UNESCO. Donc seconde forêt classée à l'UNESCO. La fois précédente, on a fait le parc national de Hainich, et donc qui était classé à l'UNESCO. Et cette fois-ci, alors c'est même plus grand que la fois précédente. Donc la question, voilà, est-ce qu'on va avoir de la vraie forêt dans ce parc de Thüringer, ou bien est-ce que tout a été coupé, puisque voilà, les grands parcs comme ça, en principe, celui-ci a moins subi des coupes rases du fait du scolyte que le parc de Harz qui est plus au nord. Donc ça promet d'avoir voilà, de belles forêts de résineux. On en aperçoit quelques-uns ici. Et puis il devrait y en avoir avec de beaux diamètres. Et là voilà, on commence à voir quelques rochers affleurés. Donc voilà, il y a moyen que ça soit chouette. On va voir ce que ça donne. Et puis c'est vraiment la surprise. J'ai strictement aucune idée. J'ai tracé l'itinéraire en speed il y a quelques heures. Donc voilà, j'ai essayé de faire un tour et puis de passer par quelques points jolis. Mais bon, après voilà, j'ai pas connaissance du terrain. Du coup, c'est la deuxième fois que je viens à Thüringer. Et d'une certaine manière, je vais le découvrir avec vous. Alors le programme pour cette rando, on a à peu près 60 km. Et puis, je crois 4000 mètres de dénivelé cumulé. Quelque chose comme ça. L'addition n'était pas faite automatiquement dans le logiciel. De mémoire, il y avait, je sais pas, 1900 et quelques de dénivelé positif. Et pareil de dénivelé négatif, puisque j'ai fait une boucle et je reviens au même parking. Ah, je suis trempé jusqu'à la moelle, ça fait des heures qu'il pleut en continu, et là je suis dans les nuages. Donc j'ai viré le pantalon, je suis directement en caleçon dans le pantalon de pluie, et puis juste avec la base layer sous la veste de pluie. Et il fait assez chaud, enfin là ça y est, comme je suis sur les hauteurs, il y a un peu plus d'air et ça se rafraîchit, mais sinon il fait assez lourd. Et je suis presque autant trempé par la transpiration, je pense, que par la pluie incessante. Et petit truc là, j'ai testé, je vous avais fait une vidéo il y a un moment déjà sur bassine ultralight et pas cher, en réutilisant des espèces de jerrycans en plastique souple, comme ça, qu'on achète pour 3 fois rien sur internet, et puis en les recoupant. Là je suis en train de faire des tests pour utiliser ça comme sac de nourriture. Donc là j'ai ma bouffe dedans, parce que pendant longtemps j'utilisais ces espèces de ziplocs ultra costauds que je récupérais dans des cartons de Velux, puisque je posais des Velux au boulot, sauf que je pose plus de Velux, donc je récupère plus de ziplocs comme ça. Et puis de toute façon, bon, c'était costaud, mais ça dure pas indéfiniment, et j'essaie de faire évoluer mes équipements vers des solutions très durables. Et donc là, voilà, ces plastiques là sont beaucoup plus costauds, et je vais voir en fonction des dimensions de ceux que j'arrive à trouver sur internet. Là, ceux que j'avais en 5 litres fonctionnent très bien pour mettre la nourriture. Par contre, ils ne sont pas suffisamment longs pour faire un roll top et les fermer en haut. Mais en trouvant la bonne dimension, il y a peut-être une possibilité de se faire des espèces de poches ultra light et costauds pour ranger la nourriture. En fonction de comment ça évolue, ça sera peut-être voilà, une vidéo à l'avenir. C'est de la pluie en continu, à mon avis, ça va être comme ça tout le week-end, de la pluie sans cesse. Et là, je commence à regretter un petit peu. Je suis en train, du coup, j'y réfléchis un peu en marchant. Vraiment, la solution de
pas forcément utiliser des vêtements de pluie et de créer une configuration conçue en fait pour être trempé et simplement me sécher le soir quand j'arrive, ou bien voilà, avoir un couvent, quelque chose pour les pauses, pour ne pas tomber malade pendant les pauses. Mais de toute façon, inévitablement, au bout de quelques heures de marche, quand il pleut continuellement, on finit trempé. Et ça me fait penser que c'est la raison en fait pour laquelle Fjallraven n'utilise pas de membrane Gore-Tex, Gore-Tex ou simplement Téflon, PFT sur ses vestes de pluie et ses vêtements. Parce que inévitablement, en particulier en Scandinavie, quand il pleut en continu, on finit inévitablement par se retrouver trempé, même avec du Gore-Tex. Et donc, tant qu'à être trempé, voilà, on est trempé un peu plus vite avec des vêtements sans membrane, mais au bout du compte, ce qui importe, c'est la vitesse à laquelle ça va sécher, et puis le poids que ça va faire quand c'est mouillé. Et puis la question environnementale, puisque mettre du téflon dans les fringues, évidemment, c'est pas terrible pour l'environnement. Donc c'est sur ce genre de situation spécifique de pluie continue où en fait des choix d'entreprises comme Fjallraven a fait de ne pas utiliser de membrane téflon ou autre chimique sur ses vêtements trouve tout son sens. Et en réalité, quand on y pense, c'est exactement le même choix que font les marcheurs longue distance ultralight quand ils font le choix de marcher avec des chaussures de trail plutôt que des chaussures Gore-Tex. Quand ils prennent des baskets de course à pied ou des chaussures de trail pour marcher de la longue distance, c'est des chaussures qui vont se mouiller mais à la moindre goutte, mais qui vont sécher très rapidement, qui sont très légères à faire sécher et ça va vite à sécher. Donc c'est exactement ce même choix en fait entre choisir des chaussures de trail pour de la marche longue distance et puis ne pas utiliser de membrane sur ses vêtements. Après, sur Fjallraven, je ne sais pas si vraiment ce choix-là fonctionne comme j'en parle là, parce que il me semble que voilà, ils utilisent le G1000, leur textile G1000, c'est du coton polyester. Est-ce que vraiment ça va sécher très vite ensuite, autant que des baskets de trail comparativement à des chaussures Gore-Tex? Je suis pas sûr, mais en tout cas voilà, ça donne de quoi réfléchir un peu, et puis avec une belle météo comme ça, voilà, c'est un sujet de réflexion. T'as une goutte dans l'œil là, hop, ça va mieux là. Et ouais, ça me donne un peu à réfléchir et puis apprécier la pluie. Voilà enfin le lac. Je suis à l'extrémité d'une ramification. J'ai fait un détour, marché un bon kilomètre de plus pour venir voir ce qui sur la carte est indiqué comme une cabane. Et c'est juste une table de pique-nique avec un toit au-dessus. Donc je ne sais pas si je vais bivouaquer ici. Peut-être que je vais reprendre le chemin en sens inverse, remonter un petit peu. Et puis là il me reste je pense 3 km, quelque chose comme ça, pour passer de l'autre côté de la montagne là, qui se trouve à droite. Et dans le petit vallon suivant, dans la petite crique suivante. De bonne heure et de bonne humeur. Bonne humeur, ouais. La nuit a été courte, donc un peu les traits tirés. Je me suis réveillé à 5h15 du matin. Il y a une voiture, je suppose, de chasseur qui est passée pas très loin. Donc voilà, ça m'a réveillé. Et puis de toute façon, j'ai pas super fermé l'œil. Il y avait plein de petites mouches microscopiques. Pas de moustiques, mais plein de petites mouches microscopiques. Voilà, j'ai dormi juste avec un petit trou comme ça, juste pour respirer. Et très bel endroit, donc voilà, ça a été un mélange d'enfer et de paradis cette nuit. Et je fais juste quelques images avant de remballer, là j'allais tout remballer et puis oublier de faire quelques images pour la chronologie de la vidéo. Et du coup j'en profite, donc là je suis avec le Gatewood Cape et je me demande comment j'ai réussi à faire 4000 km avec et passer des petites périodes de pluie. J'ai tenu jusqu'à 4 jours. 4 jours de pluie, 4 nuits de pluie, c'est le maximum que je suis parvenu à faire avec ce truc là avant de mourir d'hypothermie. Donc c'est compliqué quand même ce truc, surtout quand on mesure 1m80 quoi. Pour des gens d'1m60 ça le fait beaucoup mieux, mais là, système de couchage, je vous en parle rapidement. J'ai le BV Escape de Sol et le Thermofleece Thermoreactor ou Thermofleece Reactor de Sea to Summit. Donc ça qui fait 400 grammes, c'est de la polaire.
400 grammes, et ça qui fait 200 grammes, un truc comme ça, ou 175 grammes, je sais plus, le BV Escape de sol. Donc voilà, j'utilise les deux combinés, ça me fait un sac de couchage d'été plus léger, voilà, qu'un duvet classique en synthétique. Donc j'ai dans mon système de couchage, voilà, le duvet qui fait 800 grammes. Et ces deux trucs là combinés qui font 600 grammes. Donc quand les nuits sont un peu plus chaudes, je peux utiliser ça combiné. Et là, ça a été aussi l'une des raisons pour lesquelles j'ai super mal dormi. Parce que en fait, le Thermo Fleece Reactor de Sea2 Summit, là c'est le modèle Regular, il existe en théorie, il existe en large, par contre il est tellement difficile à trouver, je suis jamais parvenu à en trouver un, donc c'est au point que je me demande s'ils l'ont réellement produit, et s'ils n'ont pas simplement mis des noms comme ça pour faire genre on a 3 tailles ou 2 tailles de trucs, et puis en fait on produit que le Regular. Et le BV Escape de sol, c'est pareil, il est très short, et il y avait une version, je crois la version Pro, qui était plus longue, et puis là on la trouve qu'en rouge, et elle est même devenue très difficile à trouver aussi. Et le souci que j'ai, alors le fleece liner, lui, a rétréci en plus avec le temps, et donc en fait là tout est trop juste. Alors quand je dors avec le sac de couchage, je m'en rends moins compte en fait, parce que du coup je laisse ces trucs là ouverts, et puis j'utilise un peu presque comme un kilt quoi. Et ça me posait pas trop de problèmes. Et là quand je fais des nuits comme ça, où je les utilise indépendamment du sac de couchage, en fait ouais, je me suis rendu compte que là ça y est, c'est plus... j'ai atteint les limites de ma patience avec ces trucs-là. C'est beaucoup trop étroit, et puis du coup c'est moins efficace aussi pour conserver la chaleur, puisque quand tout est tendu, ça emprisonne moins d'air. Mais par contre, ouais, ça a été compliqué avec les pieds qui poussent dans le fond, tirer pour arriver à dégager un peu de place avec la capuche. Et j'étais vraiment en train de lutter contre ces deux trucs-là cette nuit. Donc je pense que ouais, ça y est, ça touche à sa fin. Je vais finir par les laisser au placard ou les revendre, et puis passer sur une config voilà, qui va être plus lourde. Et puis parce que le BV Escape de sol, je vais pas le trouver en plus grand. Thermo Fleece Liner, je vais pas trouver le modèle large non plus. Donc j'ai trouvé une autre marque qui en fait aussi, je sais pas s'ils sont vraiment plus grands. Après je sais en plus grand, il y a celui de Miltech qui est pas cher du tout, qui coûte 30 €, mais par contre qui fait 700 grammes. Donc là on passe carrément sur du militaire super lourd. Mais au bout du compte, à un moment donné, je pense que ouais, ça, de toute façon, mon système de couchage va reprendre du poids pour revenir à quelque chose de confortable. Et ouais, pour 1m80 quoi. Pourtant 1m80 c'est pas, je veux dire, c'est pas comme si je fais 1m90, 95. Là c'est plus compliqué de trouver des trucs à la bonne taille. Mais 1m80, je comprends pas comment ils font leur business, parce que c'est quand même une taille assez courante en France, et puis encore plus en Allemagne, et encore plus en Scandinavie. Donc en fait ils se privent carrément d'une partie du marché européen quoi, en ne faisant pas des produits qui vont pour des gens d'1m80. Donc c'est assez, d'un point de vue business, c'est assez curieux. Et puis ouais, du coup moi je vais repasser ouais, sur changer de matos quoi. Là, ça y est, cette nuit m'a décidé. Voilà, ce matin, le ciel s'est dégagé un petit peu, enfin c'est mitigé. On aperçoit un petit peu de ciel bleu entre certains nuages, et donc un peu de soleil, et je peux enfin profiter ou découvrir les vues que j'avais imaginées en traçant l'itinéraire. Ah, alors là on a un vallon vraiment joli, un entrelacement là de collines qui est vraiment chouette. Et probablement que je viens de l'une d'entre elles au fond. Et hier j'ai fait le tour, hop, en arrivant par là sur la colline qu'on voit là-bas derrière. Bien, j'ai fait un petit passage, j'ai passé le fond du vallon
pris un petit bout de route sur 1 kilomètre de façon à rejoindre un passage qui me permette de traverser la voie ferrée qui se trouve juste ici en contrebas. Et maintenant je marche sur ce qui était l'ancienne voie ferrée. Donc on a encore du caillou gris par terre et de l'herbe qui a repoussé. Et c'est vraiment sympa. C'est tout plat, ça déroule et puis vert. C'est vraiment chouette. Voilà, ce genre d'anciennes voies ferrées qui deviennent des voies vertes. C'est toujours super agréable. Et puis un peu spécial d'avoir un truc super bien nivelé. Il n'y a pas un creux, il n'y a pas une bosse. Voilà, j'ai terminé ma pause de midi dans ce charmant petit endroit. Et puis j'ai retrouvé un peu d'énergie. Là, j'ai fait une bonne sieste. Et puis j'ai bien mangé. J'ai eu le temps de faire sécher mes affaires. Alors pas tout dans le détail, mais bon, comme c'est une bonne journée, a priori, c'est pas trop grave. J'aurai le temps à la prochaine pause un peu de fignoler le séchage. Et très jolie vue là. J'aime beaucoup. Je redescends dans le vallon suivant et puis je suis en train de traverser une jolie sapinière. Alors tout est planté en ligne, mais de façon assez serrée. Et comme c'est déjà bien enfoncé dans le vallon, il y fait frais et l'ambiance est très agréable, ça fait du bien. J'ai vu très peu d'animaux depuis le début de cette rando. J'ai croisé un renard que j'ai aperçu, 30 mètres devant moi, croiser ma route. Et autrement, c'est vrai que de façon générale, mis à part quelques secteurs, comme par exemple ici où ça pourrait, ou bien là où j'ai mangé précédemment à la cabane, un peu dans les friches et les coupes rases en haut des collines aussi. Il y a des endroits comme ça qui se prêtent plus aux animaux. Et puis il y a les collines, les flancs de collines en fait sont tellement abrupts c'est un peu, c'est pas ce qu'il y a de plus accessible et de plus facile en fait pour les cervidés, à moins qu'ils aient 2 pattes plus courtes que les 2 autres, mais autrement à chaque fois que j'ai vu leurs traces ou senti leur odeur, c'était tout de même sur des parties plus plates qu'à flanc de colline quand c'est extrêmement raide et glissant. Alors en planifiant cet itinéraire, j'ai essayé de diversifier un petit peu les différents passages. Et donc la fois précédente, là, lorsque je suis monté pour rejoindre la cabane à laquelle j'ai mangé, là où j'ai dû faire le détour, j'avais initialement planifié des chemins pointillés qui suivaient les lignes de fête, de façon à remonter avec la plus belle vue possible de part et d'autre. Et cette fois-ci, j'ai fait l'exact inverse. Je vais remonter jusqu'au sommet entièrement par le Thalweg. Troisième sommet passé et malheureusement pas de vue sur ce sommet. Il y avait une espèce de buvette vraiment tout au sommet, et ensuite une tour en pierre mais dont l'accès était payant et qui permettait du coup d'avoir la vue au-dessus de la cime des arbres, mais il n'y avait pas de vue directe. Donc je suis juste passé et puis je redescends.
dans le vallon et puis rattaquer la 4e colline de la journée. J'ai pas regardé combien je fais de dénivelé aujourd'hui, mais c'est la plus grosse journée. Et la fatigue commence à se faire sentir. 4e colline, je regrimpe au calme et à la fraîcheur des sapins. C'est agréable parce que il fait pas très chaud mais très lourd. Il y a un taux d'humidité infernal, donc trouver un peu de fraîcheur, ça fait du bien. Et ensuite, je pense qu'il devrait y avoir de belles vues. Bien, je suis au bout de ma journée. Finalement, il n'y aura pas de 40 bornes pour aujourd'hui, d'autant que c'était un peu plus en réalité. C'était 42,5. Et puis, sans compter le détour que j'ai dû faire avant midi. Donc ça m'aurait fait une journée à 45 bornes dans les collines à monter-descendre. Ça me fait de trop. Et là, j'ai besoin de manger. Donc voilà, j'étais indécis, je me suis dit vas-y, cherche un spot pour manger et puis qui puisse servir de point de bivouac si je redécolle pas. Et a priori, je pense pas que je vais redécoller, d'autant que là c'est vraiment super joli. Allez, le spot de rêve, allez, allez. Tellement de coupes rases. Essayer de profiter. C'est le seul avantage des coupes rases, le seul bon côté. Donc je vais essayer d'en profiter. Mais pas seulement avoir le mental noirci à longueur de journée à chaque fois que je croise une coupe rase. Au moins le soir quand je me couche, je suis content d'en avoir une. Comme ça je me couche voilà, avec un peu de positif. Fin de journée, j'ai enfin mangé et puis j'ai tout remballé puisque je m'étais mis dans l'herbe, juste ici. Et des fois je réfléchis pas trop. J'ai pas envie de me prendre la rosée demain matin. Donc voilà, j'ai mangé ici, je me suis relaxé tant qu'il y avait du soleil. Et puis juste avant que le soleil ne passe derrière la colline en face, eh bien j'ai déplacé mon bivouac dans les sous-bois de façon à être complètement au sec et à pas me réveiller avec de l'herbe trempée tout autour de mon tapis de sol. Donc voilà, je me suis mis 20-30 mètres dans le bois. Et puis voilà, je suis vraiment épuisé, éreinté. À mon avis, demain matin, le départ va être rude. Donc là, je me suis installé là. J'ai fait le montage du Gatewood Cape, super en hauteur. Alors, je sais que la revue que je vous en avais faite date. Et puis que c'est un modèle qu'on ne voit plus trop sur YouTube. Mais voilà, en rallongeant la ficelle, on peut faire un montage avec la porte voilà, qui est à 60 cm de hauteur. Et donc quand on est un peu en hauteur comme ça, que le terrain est un petit peu en pente, et bien une fois qu'on est allongé à l'intérieur, on a une belle vue sur l'extérieur. Donc je retrouve un peu les sensations du tarp. Et j'avoue que voilà, le Gatewood Cape, c'est appréciable d'avoir un truc qui fait 300 grammes. Après, avec la pluie, quand c'est une nuit comme ça a été, et puis du beau temps aujourd'hui, ça passe nickel. S'il y avait de la pluie toute la journée aujourd'hui, j'aurais pu refaire une deuxième nuit, mais après ça devient compliqué, quoi, c'est lourd. On devient trempé, on n'arrive pas à sécher, etc.
Et donc l'espace qu'il y a sous un tarp me manque quand j'utilise le Getwood Cape, et la vue, voilà, pouvoir dormir avec un espace ouvert, voir la forêt, éventuellement les animaux qui passeraient par là. Donc là, avec ce montage là, je vais pouvoir retrouver ce bien-être du tarp.